Bonjour, je m'appelle Catherine Arsenault. Je suis professeure à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Le projet de recherche dont je vous parle aujourd'hui est fait en collaboration avec Natacha Brunel de l'UQTR, Frédéric Ouellet également de l'Université de Montréal et Alexis Pouvrette à l'Université du Québec en Italie. Donc, je profite aujourd'hui de votre présence et par le de votre intérêt pour la clientèle féminine, en fait, pour solliciter votre aide dans le recrutement de participants. En recherche d'avoir des participants, vraiment, c'est vraiment le nerf de la guerre souvent. Donc, on a besoin de votre aide. Notre projet, en fait, porte justement sur des femmes qui sont délinquantes et consommatrices. Comme pour les hommes, il y a des liens assez évidents entre les deux trajectoires et les deux problématiques. Toutefois, à ce jour, les modèles explicatifs qu'on a sont basés essentiellement sur des échantillons masculins. Et on sait pourtant que les femmes se différencient des hommes, ne serait-ce que par la maternité, que par le vécu de victimisation, peut-être même de trauma complexe. La consommation est différente aussi, pas nécessairement les mêmes produits, pas les mêmes motivations. Bref, les femmes sont différentes, les trajectoires des femmes sont différentes de celles des hommes. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment de voir à quel point le modèle explicatif existant entre la drogue et la criminalité s'applique ou non aux femmes, de quelle façon on pourrait apporter des adaptations pour mieux, finalement, comprendre cette réalité. Donc, pour ce faire, on cherche des femmes, des jeunes femmes de 18 à 35 ans, 18 à 34 ans, pardon, qui ont soit eu des activités, qui ont fait des activités liées au travail du sexe et ou des activités délinquantes et qui ont également, ou qui ont eu, ou qui ont toujours une consommation de substances. On aimerait les rencontrer, en fait, pour un entretien qui se concentre vraiment sur les 3 dernières années pour vraiment comprendre comment les différentes trajectoires s'influencent. C'est un entretien d'à peu près 2 heures, à peu près, et une compensation financière de 50 $. Donc, si jamais vous êtes intéressé à nous donner un coup de main dans le recrutement dans vos organisations, on a pour vous des pochettes avec un résumé du projet, aussi des affiches qui donnent vraiment de façon très succincte quoi faire si les participants sont intéressés à participer, et aussi des cartes d'affaires. Donc, s'il y en a déjà qui sont intéressés, vous pouvez lever la main, Alexandre, qui va vous distribuer les pochettes. Ou sinon, à la fin de la journée, n'hésitez pas à venir nous voir pour vous distribuer ça. C'est notre but, on le sait, là, vous êtes déjà probablement surchargé. Et puis, notre but, c'est vraiment pas de vous donner plus de travail. Simplement, si vous avez des clients ou qui répondent à ces critères-là, ben, lui mentionner tout simplement en distribuant la titulaire et puis nous, on s'assure du reste, là, finalement, pour les contacter et expliquer la posture sur le problème. Merci beaucoup. Ben, merci. Alors, vous aurez l'occasion aussi de pouvoir discuter, échanger informellement à la suite de la 4 heures si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce qui est bien d'informer pour le faire. En fait, j'ai une mission de finance qui est mon collègue ici, chercheur professeur à l'Université de Sherbrooke, dans notre équipe au Fédéral. Moi, j'ai la tête, je suis le plaisir d'être co-chercheur, je connais cette parole, bien sûr. Donc, bonjour, merci beaucoup aussi pour l'opportunité de partager avec vous notre projet et effectivement avec comme Catherine dans le choix de faire quelques recrutements et notamment sur 45 qui sont exposés à la qualité de consommation de cannabis. Donc, l'objectif qu'on a, on a 3 objectifs et connaître, explorer la narrative des 45 qui consomment cannabis pendant la grossesse et le type de négociation qu'il veut faire avec le partenaire. Et s'il veut arrêter, il continue, etc. Et on est vraiment intéressé à savoir ce qui se passe en France. Et après, des deuxième part, on aimerait savoir comment ce type de conversations sont mises sur place avec les professionnels de santé dans le système de Québec. Et si les premières, les travaux sociaux, les médecins ont une approche différente qui aide à continuer avec la consommation de cannabis pendant la grossesse. Et nous sommes vraiment intéressés de savoir si c'est quel type de pratique collaborative entre les professionnels de santé pour savoir comment on devra arriver à parler avec les femmes enceintes qui ont ce type d'expérience. Et peut-être que je devrais insister avec l'idée qu'on est vraiment intéressé de connaître l'interaction entre les femmes enceintes et le partenaire. Et on aimerait ouvrir un peu plus l'idée de comment on peut parler avoir l'idée de créer un couple qui consomme des personnes dynamiques dans la consommation
à la place on prend seulement la formation des narratifs parce qu'il y a l'implication immédiate d'accentuer ou de préjuger sa consommation des personnes individuelles, c'est pas des cas. Et finalement, on a le troisième objectif, c'est les quantitatifs. On fait un mix. Et le côté quantitatif est intéressé notamment à savoir si c'est changé la consommation après la régulation des cannabis ici à Québec aussi. Et on a partenaire avec l'Institut et on prend le temps pour arriver finalement à collecter des données. Et on est vraiment content avec mon travail à Karine, Fritz et ici, et pour l'Université de Sherbrooke, on a une équipe très forte. Et comme Karine, et on est super intéressé sur les données en main pour les recrutements. On a un site web et j'ai fait partager vraiment le site web pour vous avoir un peu plus d'informations sur le pays. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites mentionner, Wardria, pour le c'est grossesse Grossesse cannabis.ca. Grossesse cannabis.ca. OK. Merci beaucoup. Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir la grande présence ici, l'intérêt pour l'événement, puis de voir aussi les nouveaux projets de recherche et nouvelles équipes qui s'intéressent à ces questions. Donc, c'est l'ancien, je pense, de vitalité, de l'occupation qu'on peut avoir en commun pour évoluer ce champ de recherche et d'intervention. Alors, voilà, je t'essaie de la même fois, oui. Merci. Mais donc, on va passer à la première présentation, donc, qui est faite par Karine. Oui. Donc, Karine Bertrand, que j'ai présenté d'un professeur au programme d'études de la recherche en politique humaine à l'Université de Sherbrooke, au département des sciences communautaires. Donc, il va parler sur femmes, challenge mobility. Oui, mais justement, si on fait calmer, exporter une petite de avec moins de par une description de substance et l'adaptation de l'intervention en élection à partir de la perspective de l'État. Donc, on aura comme c'est Karine parler de gens. Merci beaucoup, Chantal. Alors, ça me fait plaisir d'introduire ce sujet. Vous allez voir, je vais vous parler du projet Gender Art aussi, qui est un plus large projet dans lequel on collabore, moi, puis le maître de plein d'études, pour pouvoir ensuite vous parler du volet français de ce projet. Alors, on va se réserver une demi-heure parce que vous allez voir qu'il y a des résultats que Marie m'a présentés qui proviennent de la France. Moi, je vais vous présenter davantage les données du Québec. Puis, il y a des éléments qui peuvent faire l'info. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse discuter tout ça ensemble. Alors, je vais essayer de bien me réguler sur le temps, mais ici, à 14h45, je suis dans une grande lancée, puis je ne sens pas comprendre que c'est vers la fin, je peux faire ça comme ça. OK? Donc voilà. Alors, il y a un petit moment dans la bourse, mais voilà. Alors, peut-être pour débuter, rappeler pourquoi on s'intéresse d'un point de vue aussi de recherche à cette question du genre et de l'usage de substances pour les femmes. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis la thèse de doctorat. Je me suis intéressée à la trajectoire de vie, en fait, de voir de femmes pour comprendre quel est le sens de la consommation dans leur vie et quelle est leur trajectoire d'établissement. Je suis venue quelques années plus tard. Parce de constater qu'on ne comprend encore pas suffisamment bien l'influence du genre dans le domaine des traitements de dépendance. Puis encore aujourd'hui, on constate qu'il manque beaucoup de travail. Le plaisir que j'ai de savoir qu'il y a plusieurs nouvelles études. Il demeure que quand on fait les recensions des écrits, en fait, sur les pratiques d'intervention sur les substances psychoactives, on se retrouve souvent dans les études où les échantillons, notamment, sont largement composés d'hommes. Genre aussi, on prend peu en compte la question de la diversité sexuelle et de genre aussi. Et puis, les dimensions qui sont plus psychosociales liées au genre, que ce soit la question des identités, les rôles, les expériences de stigmatisation, c'est rarement aussi pris en compte dans les travaux. Donc, ça, c'est un des éléments. L'invisibilité, où on parle parfois d'invisibilisation des filles et des femmes, notamment dans les recherches, ça se traduit aussi sur le terrain. C'est sûr qu'il y a des réflexions, il y a des services, il y a des innovations aussi qui sont sur place. On est très au courant de ça.
on est aussi en train de développer en parallèle un projet où on veut identifier ces innovations dans la pratique, notamment au Québec, je suis pas mal à la fin. Mais il reste que vraiment un enjeu d'accès aux services en dépendance, que ce soit les données au Québec, en Belgique ou en France, par exemple, qui sont les 3 partenaires de ce projet-là. On a des données assez similaires, par exemple, sur les soins spécialisés. On est sur 20 à 30 de femmes dans les soins spécialisés. C'est vrai que les hommes ont davantage de taux d'utilisation de substances que les femmes de façon générale. En même temps, dans les populations cliniques, on trouve dans les centres de traitement, c'est beaucoup des personnes qui ont des troubles concomitants, par exemple, de santé mentale. Quand on regarde dans la population générale, les personnes qui ont des profils les plus, on va dire, parfois dits sévères, avec des troubles de santé mentale et de substances, bien là, on rapproche vraiment des populations en termes de nombre. Si on est beaucoup plus rapproché en termes de proportion de femmes, puisque les femmes tendent à avoir un profil plus sévère. Donc, tout ça pour dire qu'on s'attendrait à en avoir davantage. Tout ça, bien, ça crée qu'ils sont plus difficiles à rejoindre, puis ça se traduit aussi dans les lacunes de connaissances en recherche. Puis on voit d'ailleurs, c'est encore plus clair si on regarde au niveau des adolescents, adolescentes, on est sur on prend les données québécoises, de vraiment un rapprochement, on est sur des prévalences assez similaires, autour de 5 des adolescents québécois et les 5 des adolescentes, 5,5, 4,6, on est pratiquement à l'équivalence, alors que finalement, on a vraiment une minorité de filles dans les services, sur les dépendances au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. Donc, il y a vraiment des enjeux qui sont en place qui fait qu'on les rejoint moins, sont plus invisibles ou invisibilisés d'une certaine façon. On va s'intéresser à ces questions-là. Il y a certains travaux qui s'intéressent aussi aux barrières d'accès aux services. On a regardé de cet angle-là. Donc, quelques travaux, souvent des travaux qualitatifs, mais aussi quantitatifs. On va documenter, par exemple, la parentalité, la peur de perte d'emploi, les inégalités sociales, donc l'impact de la pauvreté qui affecte davantage les femmes que les hommes et qui constituent des barrières, des obstacles aux soins. Surtout que les travaux sont aussi menés aux États-Unis, où est-ce que les soins ne sont pas gratuits, mais même ici, ça va aussi impacter l'accès aux services, même si c'est dans moindre mesure. Peu d'accès à des services axés sur les femmes, des enjeux de stigmatisation qui touchent, on en parlera tout au long de la présentation, mais qui touchent davantage les femmes. Et la question de la formation souvent des intervenants sont tous des éléments qui ont été nommés par différents écrits comme étant des pistes explicatives du fait qu'on les retrouve moins dans les services. Quand on regarde plus souvent de quelles sont les bonnes pratiques d'intervention en dépendance, comme je disais, c'est beaucoup des modèles d'intervention testés auprès des hommes. Puis quand on regarde, parfois, il va y avoir des femmes dans certaines études, ou seulement des femmes, mais souvent sur des modèles qui n'ont pas de composante spécifique au niveau du genre. Ou quand on pense le genre dans ces traitements, c'est souvent sur des rôles liés, par exemple, à la reproduction ou au demeure. Donc, les grossesses, le fait de protéger les enfants, femmes enceintes, les travailleuses du sexe, aussi les mères. Donc, on est beaucoup liés sur ces rôles-là. Donc, il y a quelques travaux qui sont relativement limités, mais essentiellement pour les femmes qui vivent avoir ces rôles-là. On prend plus rarement en compte les troubles, les besoins complexes aussi des femmes, puis j'aurais pas ajouté à l'écrit, mais aussi les forces et les capacités qui sont un autre élément du projet qu'on va continuer de travailler dans les analyses. On tente à peu les documenter également. Je trouvais intéressant de situer cette étude-là de Brown et Stewart en 2021 qui ont documenté un peu quelles sont les approches de traitement au Canada qui sont des traitements qui incluent ou qui ciblent les femmes. Puis, ce qui est noté dans leur étude, c'est qu'ils sont largement tournés vers l'abstinence lorsqu'on a des services qui ciblent les femmes et que même dans les ressources où il y a une approche de réduction des méfaits, elle est peu appliquée lorsqu'on parle des femmes. On est allés sur le terrain pour voir à quel niveau on applique cette approche-là. Puis documenter la difficulté d'appliquer les approches de réduction des méfaits en tournant des représentations de ce que peut représenter conserver dans les femmes, parce que là, dans ce rôle de mère, là, on pourra voir un peu plus loin. Donc, c'est intéressant de voir l'étude assez récente, qui voit qu'au niveau pan-canadien, on est quand même dans des approches qui sont abstinentes largement. On parle du traitement pour les femmes au Canada, ou des approches de réduction des méfaits peu appliquées. Je souviens aussi l'enquête ANRS Coquelicot en France menée par Valérie, qui est ici dans la salle. Donc, je ne sais pas si je vais bien la traduire, tu pourras me préciser. Mais ce qui est intéressant aussi, elle a regardé un peu de façon qualitative aussi et quantitative. Donc, comment les femmes pour des multiples vulnérabilités qui fréquentent les soins spécialisés ou utilisent des programmes de réduction des méfaits, comment elles se caractérisent.
Puis elle signalait la question de l'autonomie pour se procurer des substances. Donc, quand on parle de précarité économique, on documentait aussi dans notre étude sur les effets de la COVID, elle a été accentuée la précarité économique. Ça a créé des dynamiques de domination et des dynamiques de pouvoir qui se sont accentuées au niveau relationnel. La précarité donc sociale et économique qui est plus marquée. Puis des relations sociales genrées marquées par des inégalités qui rendent l'exposition à des risques, donc, sur le plan de la violence ou par exemple sur le plan des CDSS, donc la difficulté de mettre en place des stratégies de réduction des risques sur ce plan-là, par exemple, on voit le contexte qu'il peut y avoir de la violence ou des inégalités de pouvoir. Alors, basé sur ces constats qu'on a dans la littérature, puis je dirais aussi, par le fait aussi qu'on a réfléchi ces sujets-là avec nos partenaires qu'on identifiera tantôt, on voit sur le terrain aussi une préoccupation en trouvant ces sujets-là, mais souvent, on note qu'on est peu outillés. On utilise comme les gens notent dans les entrevues d'ailleurs actuellement, où est-ce que parfois on voit qu'on voudrait changer les choses, on se fait davantage surtomber, outillés. C'est des éléments que certains acteurs terrain vont identifier. On a trouvé intéressant le modèle de Peterson à mes collègues en 2015, qui est un modèle de santé publique, si on veut, qu'on appelle Gender Transformative. On n'a pas pour l'instant traduit, pas de traduction libre. Je suis qu'ils sont durs à traduire les termes, mais c'est une approche transformatrice. Transformatrice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est dans ce modèle-là, pardon, c'est qu'ils conçoivent les services selon un continuum, puisqu'ils s'intéressent aussi aux sources. Donc, ils ne veulent pas seulement, souvent dans les années, par exemple, 80, on était plus à dire des services spécifiques qui sont uniquement pour les femmes. C'est surtout ces éléments-là qu'on discute dans la littérature qu'on veut faire intervention. Mais on peut pousser la réflexion plus loin à dire, si on veut transformer les services pour qu'ils soient plus équitables, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, à droite, ici, c'est le gender equity. Donc, on recherche une équité pour les gens. Donc, des approches plus équitables, c'est aussi des approches qui réduisent de façon, qui identifient puis qui réduisent de façon active les barrières d'accès aux services. Pour ce faire, on doit comprendre notamment c'est quoi les dimensions plus sociales et politiques qui contribuent au fait qu'on a plus de barrières, on a plus, par exemple, de stigmatisation, plus de barrières liées, par exemple, à la précarité économique. Quelles sont les barrières au niveau social qui amènent à rendre plus difficile pour les femmes de pouvoir avoir accès à des traitements spécialisés. Donc, ça, c'est un des éléments donc, dans l'analyse qui vient influencer les sources. Dans le fond, et quand on est un gestionnaire, on est intervenant, si on va à ce continuum-là, plus si on veut, idéal ou optimal, c'est vraiment des approches qui vont chercher à identifier et trouver des solutions aux causes des inégalités sociales de santé qu'on va retrouver, qui en prend compte, par exemple, des noms de genre. Si on prend, par exemple, un exemple, c'est des personnes, des femmes transgenres, par exemple, qui n'arriveraient pas à trouver des hébergements itinérants pour un centre spécialisé parce qu'on a différentes barrières qui fait que finalement, on exclut sur des bases de critères, puis on a du mal à trouver un soin spécifique par rapport à ça. On se fait, par exemple, à comment on trouve des solutions à ces situations-là. Des situations aussi sur... par exemple, donc, les règles entourant les couples, par exemple, ou le fait de ne pas prendre en compte des besoins, des caractéristiques du groupe donné, ben là, on peut l'identifier puis vraiment le réduire, puis re-questionner une réflexivité sur nos normes aussi, qui sont parfois inconscients, qui fait que on ne trouve peut-être pas on trouve pas de solution parce que parfois, on n'a pas identifié les problèmes. Donc là, ici, on est à gauche, on va vers la gauche, on a du gender inéqual, qui est vraiment le fait de perpétuer les inégalités. Alors, si on se retrouve avec des expériences qui, malheureusement, sont notées dans l'étude que je vais vous présenter, c'est une personne qui se sent stigmatisée, qui se sent jugée, par exemple, par rapport à son rôle de mère et sa consommation, qui vit des jugements qu'elle vit aussi ailleurs dans la famille lorsqu'elle demande de l'aide. Bien, ce serait un exemple d'une expérience de service qui va causer du tort plutôt qu'aider. Et souvent, on se retrouve dans ce qu'on appelle le gender blind, donc être plus aveugle. Donc, ne pas se questionner pourquoi on a très peu de femmes dans nos services, par exemple. C'est un exemple. Je pense qu'elles ont moins besoin parce qu'elles viennent pas chez nous, mais sans aussi plus loin, ce serait à ce moment-là être aveugle de gender blind. Donc, une sensibilité gender sensitive, réaliser qu'il y a quelque chose là d'important à tenir compte sans nécessairement aller plus loin. Des services spécifiques au genre, déjà développer des services en essayant d'identifier et de répondre à des besoins spécifiques. Et pour aller jusqu'à l'idée de vraiment avoir une réflexion pour chercher à promouvoir l'égalité et diminuer les inégalités en santé. Donc, ce qu'on a fait,
un projet, en termes de guide d'entrevue que je présentais, en termes d'analyse, on a cherché à comprendre le parcours des femmes québécoises et dans les autres pays du projet à travers cette vision-là. Quelques concepts très rapidement, parce que des fois, on ne les définit pas, puis des fois, on voit sexe, genre utilisé de façon indifférenciée. Peut-être rappeler que pour la question du sexe, on est vraiment en train d'analyser la question du concept biologique. On s'y est moins attardé, ça veut dire qu'on ne s'y attarde pas, mais en fait, sinon, on est vraiment, par exemple, à avoir planifié le même effet chez les femmes, chez les hommes. Il y a des éléments à prendre en compte, bien sûr, dans l'intervention. J'ai nommé Dreams Real 2020 avec un petit lien qu'on pourra vous envoyer pour le PDF si vous le souhaitez. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Déjà, si on peut donner de l'information, de l'éducation pour aider les personnes à prendre un choix éclairé, à comprendre les conséquences que les substances ont sur leur corps. Il y a quand même déjà des différences par rapport aux sciences biologiques. Pour les moments, ces éléments-là. Le projet s'intéresse particulièrement au genre, donc ici, c'est de le considérer sous son angle socio-culturel. Donc, c'est quoi les rôles qui sont joués, les identités, mais aussi les politiques. Par exemple, le fait que quand on parle que la représentation de la consommation peut être plus stigmatisée chez les femmes, dans quelle mesure, comment on va s'intéresser aussi à ces éléments-là. Quand on s'intéresse aux enjeux de l'égalité économique qui sont pas égaux dans les différents sous-groupes de la société, c'est aussi s'intéresser aux genres. Une image complètement imparfaite, en fait, mais ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que aussi ça nous ramène le genre qui inclut l'identité, mais qui est aussi complexe. Ça inclut l'expression de genre, par exemple. Une personne transgenre qui par exemple, femme, mais qui a des apparences plus masculines, va vivre des expériences de service différentes, comme on a vu à l'étude, par exemple. Donc, l'expression noire, une apparence perçue par la société plus masculine ou féminine peut avoir aussi une influence, par exemple, dans une trajectoire d'utilisation de services. Ça inclut aussi, ça vient en intersection avec l'orientation sexuelle aussi. Donc, tous ces éléments-là d'identité de genre, expression de genre, sexe biologique et orientation sexuelle viennent s'inter-influencer avec toutes sortes de terminologies qui sont très variées. Il y en a certaines qui m'ont surprise, comme par exemple des termes qui vont être plus stigmatisés. Là, c'est quand je n'utilisais pas le mot but, je ne sais même pas comment l'exprimer, le prononcer tellement que je m'en utilise. Mais l'idée, c'est qu'il y a des termes là-dedans qui sont plus stigmatisés que d'autres, mais qui peuvent être utilisés. Donc, être capable d'avoir une ouverture et un dialogue et une réflexivité surtout autour de ces dimensions-là, que ce soit en recherche ou en intervention, c'est vraiment aussi, je pense, important quand on s'intéresse aux femmes qui consomment des substances notamment. Et justement, le dernier concept peut-être à avoir en tête, c'est la question d'intersexualité. C'est un concept à la base qui nous vient, la source originale, qui se retrouvera d'ailleurs dans le dossier thématique de l'UD sur ce sujet-là. Je vais mettre le site web à la fin. La source originale de Patricia Calvin, qui s'est intéressée, ça s'appelle Black Feminism au départ, elle s'est intéressée sur la question des oppressions multiples, la race en intersection avec la classe, en intersection avec le genre. De plus en plus, la lunette, on va appeler ça une lunette d'analyse intersectionnelle. Quand on s'intéresse aux genres, on veut s'intéresser aux femmes, mais c'est quoi? Les femmes, c'est très divers. Les femmes, quelle est leur identité de genre, leur orientation sexuelle? Quelles sont les différentes identités qui peuvent être stigmatisées, qui peuvent se cumuler? Donc, la compréhension de ces éléments-là, à la fois, encore une fois, en recherche comme en intervention, c'est une lunette d'analyse importante pour comprendre l'élément du genre sur la consommation. Puis vous allez voir que dans notre échantillonnage, on a quand même une diversité sur certaines dimensions de pression, mais pas toutes. On aura d'autres travaux à mener. On a ici des exemples de tous les éléments qui peuvent amener des expériences de stigmatisation ou d'oppression. Une étude ne peut pas tenir compte de tous ces éléments-là, comme d'ailleurs en intervention, mais d'être au courant, d'être conscient que tous ces éléments-là peuvent venir influencer l'expérience, puis aussi va venir interagir avec le genre. Donc, s'intéresser aux femmes, c'est certainement pas une solution unique, mais c'est tous les éléments, des angles d'analyse importants à voir également. Alors, j'en viens au propos principal. Donc, le projet Gender Art, c'est un projet qu'on mène, donc moi pour le Canada, je suis chercheur principal avec Marie-Laure Musili pour la France et André Lebel qui est professeur en criminologie à l'Université de Liège pour la Belgique. On avait un objectif général, donc on continue actuellement les analyses pour aussi contraster avec
les dimensions culturelles. L'idée d'avoir 3 pays, c'est aussi d'apprendre les uns des autres, de voir un petit peu des éléments qui vont se répéter d'une culture à l'autre. Ça nous donne aussi comment je peux dire, ça nous permet de solidifier certains constats, mais aussi de comprendre toute la complexité, puis comment certains facteurs socio-culturels peuvent venir influencer l'expérience aussi telle qu'elle est rapportée par les personnes au plan individuel. Donc, on veut à travers les trajectoires de qui, mieux comprendre comment le genre influence les trajectoires de substances psychoactives et de l'établissement de personnes qui ont des besoins sociaux et de santé complexes, afin de guider le développement des services intégrés adaptés au genre et à la diversité sexuelle et de genre. Donc, on aura positionné pour ce projet-là dans les intersections beaucoup la diversité en termes d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'est vrai que c'est des éléments qu'on a pris davantage en avance jusqu'ici, puis qu'on veut poursuivre notamment sur les aspects culturels qui nous apparaissent importants à développer. C'est une large équipe. Donc, vous voyez ici les co-chercheurs, bonjour, qui restent à l'ordre. Et puis, on a plusieurs partenaires. Donc, j'ai vu sur la liste plusieurs qui sont ici. Je pense que c'est plusieurs personnes de Cactus, mais là, j'ai commencé à nommer cet âge-là, mais vous voyez qu'il y en a vraiment plusieurs ici, en Belgique aussi et en France. On a travaillé à différents moments pour être influencés dans nos questionnements, puis on poursuit des ateliers de dialogue dont parle Georges. C'est dans le fond nos partenaires du projet qui sont invités, où on poursuit avec certains résultats, mais aussi on va voir d'autres expériences de recherche ailleurs, puis on cherche des expériences terrain pour vraiment entrer en dialogue avec les savoirs expérientiels, des savoirs aussi de pratique, et puis des savoirs de recherche pour éventuellement venir à transformer et à proposer des changements de pratique pour avoir des services plus adaptés, mais aussi qui sont moins stigmatisants, plus sécuritaires pour les personnes, à la fois pour les femmes et les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, nos partenariats sont aussi liés à cet objectif-là. Puis, vous voyez l'équipe de recherche, il y a Kim qui est ici, qui coordonne maintenant le projet pour le Canada et qui va pousser dans son doctorat la question de la diversité de genre ici. Alors, on s'est posé pour aujourd'hui, je me sentais sur la voie des femmes. On n'a pas que des femmes qu'on a interviewées pour le Québec, mais on s'intéresse aussi sur leur expérience de soins, spécifiquement lorsqu'elles sont en interface avec les services, puis aussi toute leur perspective en termes de normes sociales entourant à la fois la demande d'aide, mais aussi l'usage de substances en fait pour être en mesure d'en tenir compte dans le contexte de service. Donc, je lirai pas au complet, c'est clair et la guerre un peu. C'est un devis descriptif, interprétatif, guidé par une approche de collaborative. Donc, un projet pour ce volet-là qui est vraiment qualitatif. Notre échantillon, donc, c'est des personnes qui veulent avoir une consommation problématique de substances et qui cumulent deux difficultés psychosociales et plus. C'est une façon très large de regarder la question de la précarité. Au départ, on cherchait une précarité économique, mais on a vraiment élargi parce qu'on s'est rendu compte chez certaines populations vulnérables qu'il pouvait ne pas y avoir de précarité économique, mais pour faire quand même une précarité importante en termes psychosociales. Donc, on est plus sur le cumul de difficultés psychosociales. Et on a vraiment pris attention à diversifier selon l'âge, le genre, la diversité sexuelle et les profils d'utilisation de substances. Également, les types de services. On a des gens qui sont essentiellement dans les services de réduction des méfaits. Comme on le verra pour la prochaine conférence, on peut même revendiquer le fait de ne pas avoir de services de traitement. Mais on a des gens qui utilisent plusieurs types de services. Donc, on a une diversité aussi sur ce plan-là. On a fait des entrevues semi-structurées de type récit de pratique. C'est comme des récits de vie, mais vraiment centrés sur les thématiques à l'étude qui nous intéressent, parce que sinon, il aurait fallu les rencontrer 4 à 6 heures de temps. Donc, on a choisi de les voir à une seule reprise pour environ la donc, on a 180 personnes rencontrées Canada, France, Belgique, essentiellement en entrevue qualitative. Il y a eu des propositions aussi en France, dont Marie parlera. Au Québec, c'est 75 participantes. Comme participants, on a 39 femmes, 6, donc 6 genres. Le sexe assigné à la naissance concorde avec l'identité de genre. 23 femmes, 6, 14 personnes issues de la diversité de genre. 41% d'échantillons hétérosexuels, des gens de 19 à 61 ans avec une moyenne de 35 ans. Et on a donc guidé nos analyses par le cadre de Peterson puis l'approche intersectionnelle avec ce souci de voir qu'il y a des expériences de stigmatisation notamment qui peuvent être vécues en tenant compte de ces différentes dimensions-là. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous dire
c'est-à-dire un petit peu l'échantillon. Donc, les personnes que je vais vraiment cibler les analyses aujourd'hui, c'est 26 personnes qui s'identifient comme femmes. Donc, 12 qui ont des enfants et puis 15 sont hétérosexuels pour vous montrer un petit peu la diversité un petit peu. Sur la question de la précarité économique, on a un petit peu plus que la moitié qui vivent en situation de précarité économique, donc il y a une diversité de revenus égale. Ça va? Je fais pas d'argent. Alors, sur la question des normes de genre, ça, c'est un premier thème, l'usage de substances hors de genre. Donc, on a été creusé un peu sur cet élément-là. Les femmes vont parler aussi beaucoup de la question des standards élevés et de la pression par rapport à l'apparence physique, puis le fait d'être mère, d'avoir beaucoup de tâches à utiliser. Donc, un des éléments de la consommation a été évoqué, c'était à motif d'automédication pour réussir à performer. Donc, parfois, cette pression-là qu'elle ressentait en lien avec les différentes pressions à la performance, ça pouvait être auto-médicamenté parce que ça a une souffrance, une anxiété. Mais de l'autre côté, parfois, la substance permettait d'être plus efficace et d'en faire plus. Donc, on voit ici, par exemple, les stimulants, la deuxième verbatim, mais quand on prend des stimulants, tu es capable de faire beaucoup plus dans ta journée, tu sais, tes enfants, avec beaucoup de performance. Alors, c'était vraiment un moyen de gérer cette pression-là, mais des fois différemment selon les femmes. On avait aussi être une femme dans notre société en lien avec les substances. Ben, plusieurs ont souligné le regard négatif de la consommation des femmes. C'est une opinion qui n'était pas partagée par toutes, mais qui était assez majoritaire. On voit ici dans le premier, je trouve que les femmes sont un petit peu mal vues. Une femme qui a un problème d'alcool ou de drogue, surtout une mère, c'est plus pointé du doigt. Quelques propos du fait qu'on était au Québec assez chanceux dans une société plus égalitaire. Quand on a discuté, on n'est pas mis nécessairement dans la méthode, mais on a vu dans l'équipe qu'on a aussi des pères chercheurs, notamment avec qui on travaille, pour savoir d'expérience. Cette perception-là d'être une société très égalitaire, elle n'est pas partagée. Donc, je pense que ça peut dépendre des milieux sociaux, des opinions, mais c'est avec un moment, malgré qu'il peut y avoir des avancées, la plupart considèrent que c'est encore très malheureux de consommer des substances. Le fait aussi que la féminité peut être un élément associé à un risque d'être agressé, a été abordé en tout cas par quelques-unes, notamment aussi risque de devient comme accru en lien avec la substance. Alors oui, ici, je me promenais avec mes bottes à cap à être tout le temps prête. Je veux dire, celui qui va m'agacer, il ne sera pas chanceux. Donc, il y avait aussi d'adopter dans l'habillement. Il y en a plusieurs qui me mettent dans l'habillement comme étant, entre autres, une carapace, une façon de se protéger. Puis on verra plus loin que lorsqu'il y a des règlements trop sévères par rapport à l'habillement, ça peut venir chercher des éléments identitaires importants aussi sur l'apparence qu'on donne pour se protéger aussi. D'autres éléments, donc la femme qui est désavantagée selon cette personne-là, surtout au niveau de la sexualité. Donc, dans le cadre du monde qui consomme, elle mentionne ici que souvent, dans le contexte festif, dans le contexte de consommation, beaucoup tournent autour. Donc, elle mentionne du cul, non pas de la sexualité au sens positif. Elle me voyait vraiment comme un risque d'agression qui était accru, comme une impression qu'on donnait une porte ouverte aux agressions à ces moments-là, qu'elle se sentait plus vulnérable. Un petit élément de contraste, donc c'est pas dans les 26 femmes, mais pour montrer que le rapport à l'usage de substances, on posait les mêmes questions à toutes les personnes de l'échantillon. On voit ici cet homme-là, d'autres qui nous parlait de la pression à être fort, à être séduisant, associé à la masculinité, puis que la substance, ça peut être valorisé en termes de masculinité, associé à la masculinité. Donc, cette personne-là qui nous dit qu'elle est populaire dans l'industrie de la musique, qui était reconnue, respectée, qui vendait de la drogue, puis pour lui, c'était associé à la masculinité, puis à un statut, puis à être séduisant, puis à avoir du succès des femmes. Donc, on voyait vraiment un rapport qui était quand même différent. Au niveau de la demande d'aide, aussi, le fait d'être mère ou devenir mère, ça a été sorti à différents moments dans les récits. Ça rentre en tension avec le fait de vouloir devenir mère ou de devenir mère, ça rentre en tension avec le fait de consommer des substances pour plusieurs femmes. Elles-mêmes vont se mentionner, par exemple, si on voit, je pense pas être la seule femme qui dit qu'un enfant va lui permettre d'arrêter de consommer. Mais quand elles y arrivent pas, ben là, à ce moment-là, elles réalisent qu'elles ont réellement un problème. Il y a comme une pression importante. Dans la thèse de doctorat que j'avais menée aussi, ça pouvait être un levier pour aller chercher d'aide, mais ça pouvait être aussi un élément déclencheur pour aller vraiment moins vite si on se sent en échec entre un idéal
j'intériorise le fait que si je suis une mère, je ne dois pas consommer, puis finalement, j'ai une capacité à y arriver, ça peut amener aussi beaucoup de détresse. Donc, beaucoup de pression est un bon modèle, des difficultés parfois à concorder avec ce modèle-là. Puis, on verra aussi qu'il y a d'autres femmes aussi qui souhaitent continuer la consommation en étant mère, mais qui n'arrivent pas à trouver des services en réduction des méfaits et reçoivent beaucoup de jugements, puis ils ressentent que leur souhait est incompatible avec les enfants. C'est un autre élément. Alors, plusieurs obstacles qui sont rencontrés tout au long de la trajectoire de soins qui sont nommés chez ces femmes-là. Donc, je ne vais pas toutes les aborder en détail, mais elle parle de honte, de manque de ressources en termes de services, c'est-à-dire pour les femmes. La mixité, je vais revenir, qui est vécue difficilement par plusieurs, aussi dans les services. Le manque de respect et de jugement en contexte de soins. Puis aussi, l'engagement des proches, souvent, puis je vois un rôle important dans plusieurs des femmes interviewées, par exemple, qui sont compromis, par exemple, des couples qui sont non acceptés quand on a des ressources avec hébergement, réduction de méfaits de traitement, ou les enfants qui sont non acceptés. Donc, ce couple-là, avec des sources de soutien importantes pour elles, vont souvent faire qu'elles vont soit abandonner ce traitement ou juste choisir de ne pas s'engager dans ces traitements-là, par exemple. Si on parle de la mixité qui est vécue difficilement, c'est beaucoup dans le contexte aussi où ces femmes-là ont un parcours où elles ont pu vivre, par exemple, des traumas ou des historiques où il y a eu plusieurs de la violence. Donc, ici, on explique sur le niveau de la complicité de leur violence. Les filles ont réussi, on n'est pas aussi à l'aise de parler de nos affaires quand il y a des gars. Puis Manuel qui dit, je suis sur ridicule, moi, il ne veut plus jamais aller en thérapie. Ils sont quelqu'un qui a vécu des choses vraiment difficiles. Elle nous parle de besoin d'espace sécuritaire pour aborder des sujets sensibles, comme par exemple des agressions sexuelles ou des rapports de pouvoir inégaux, leurs difficultés à être en relation, par exemple. C'était très difficile pour elle de studier sur ces sujets-là en présence, par exemple, le temps. Donc, pour ces personnes-là, lorsqu'elles n'arrivent pas à avoir cet espace-là d'être entre elles, ça peut être un facteur qui va compromettre leur suivi. Je reviendrai un petit peu dans ce qu'elles entendent, mais en fait, elles nous parlent d'avoir besoin d'être entre elles. Ça peut être dans des ressources qui sont mixtes, par exemple, mais elles vont nous dire au moins d'avoir un espace où je peux être avec d'autres femmes, même si c'est une ressource qui serait pas mixte. Donc, qui serait, oui, c'est ça. Donc, c'est pas le fait absolument d'être uniquement entre femmes, mais au moins d'avoir un espace entre femmes à ce point-là. C'est important. La question aussi du manque de respect et de jugement, on l'a vu, puis on l'a vu aussi dans nos données COVID, on voit que ça peut être accentué même pour les personnes qui cumulent différents statuts minoritaires. On parlait de la diversité sexuelle et de genre, par exemple. Mais on voit ici quelqu'un qui a vraiment s'est senti humilié en lien avec son vécu autour du fait qu'elle avait besoin d'être suicidaire parce qu'elle avait des enjeux d'accès à se faire opérer au niveau de sa transition de genre. Puis qu'elle s'est fait vraiment critiquer par une intervenante, invalidée sur son ressenti, puis ça a vraiment été très, très difficile dans son parcours. Ça, c'était vraiment une expérience au niveau à gauche, de revivre des expériences de stigmatisation, donc rien plutôt qu'être aidé. On voit dans le deuxième cas aussi quelqu'un qui parle de son linge, dont je parlais tantôt, donc j'avais tout le linge en fait, que la personne avait, avec des patchs, des têtes de mort, etc., elle avait le droit de rien porter dans les règles de cette ressource-là. Elle s'est sentie vraiment plus rejetée, elle trouvait qu'elle était dans un milieu non inclusif, puis ça allait chercher aussi toute l'importance de l'autonomie, de la liberté vestimentaire, un vêtement qui, comme on l'a vu, peut même être un vêtement qui a une importance pour prendre sa place dans certains milieux en termes de protection. Donc, c'est des éléments qui ont été pour la demande d'aide, quand même nommé que dans nos analyses qu'on se testait, on regarde aussi la masculinité qui peut être ouverte à la demande d'aide aussi. Des discours qui nous expliquent comment le fait de demander d'aide, entre autres, de l'aide quand on est plus dans un mode de cocaïne, de sortie, sport, accepter de demander d'aide, comment ça peut être difficile quand on s'installe dans une image un peu d'homme fort et que la substance est associée à cette masculinité-là, à un certain statut dans un milieu social. Ça peut être très dur d'en sortir et d'aller chercher de l'aide également. Donc, il y a ces nuances-là aussi que c'est à prendre en compte aussi chez les hommes. Puis il y a des barrières, entre autres.
On voit, ceci dit, qu'en santé mentale, il y a des barrières souvent plus accrues que du côté des dépendantes, même pour demander de l'aide, alors que ça peut s'inverser chez les femmes qui vont plus facilement aller chercher de l'aide pour des états dépressifs que pour un abus de substance. Donc, quand on est dans ces problématiques-là, l'important, c'est que notre chapeau soit un intervenant de santé mentale ou en dépendance, d'avoir vraiment, chez les hommes et les femmes, une ouverture à toutes les thématiques qui peuvent se cacher derrière le premier motif et demande d'aide. Ils ont aussi parlé des éléments facilitateurs, bien sûr, qu'est-ce qui aide au changement. Donc, je ne vais pas nécessairement approfondir beaucoup parce qu'on a des enjeux de temps, mais ils nous ont parlé de ce qui facilite quand dans leur trajectoire de service, elles ont rencontré des services dédiés pour les femmes, ça a souvent été perçu positivement. Ça n'arrivait pas toujours aussi souvent qu'elles le souhaitaient, mais pourquoi elles le souhaitaient, c'est qu'elles se sont senties en sécurité et aidées dans ces contextes-là de leur trajectoire de service. La qualité de la relation de non-jugement, c'est un peu une base, mais ça se sent de façon très présente. C'est présent aussi dans l'ensemble ici de l'échantillon incluant chez, notamment, par exemple, les hommes, j'ai des ça dans la thèse de Maxwell Blanchard, qui s'inscrit dans Gender Art, c'est un des points importants aussi. Je pense quand il y a une vulnérabilité à être jugée sur un élément ou l'autre au statut minorisé, la qualité de la relation et le non-jugement, au-delà des grandes approches très expertes et spécifiques, ça demeure très important, puis ça répond à toute l'expérience de stigmatisation vécue souvent en contexte de service qui les freine à aller chercher de l'aide. Et ça, en lien avec plus grand statut minoritaire. Elle nous parle aussi d'approche globale. Donc, une approche globale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'implication des proches. Donc, souvent, les couples, le fait de demander de l'aide, ça les coupe des proches, et ça, c'est un enjeu important. La sensibilité aux troubles qui sont vécus de façon importante, la diversité aussi des besoins qui doivent être pris en compte. Et je ne vais pas nécessairement lire les verbatims, peut-être mentionner aussi que dans cette approche globale-là, quand on parle de diversité des besoins, on parle de santé mentale, pour certains, c'est la transsexualité, les incestes, trauma, la prévention des risques de sexualité, la gestion, prévention des violences subies, la parentalité, le logement, l'insertion sociale et professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça en même temps et chez tout le monde, mais il nous parle de tout ça, puis bien sûr, c'est des fois une, deux, trois éléments qui vont être particulièrement importants, mais lorsqu'on passe à côté de l'une de ces dimensions-là qui est au cœur de leur vécu et qui est en intersection aussi avec leur consommation de substances, si on passe à côté ou si on en prend compte, c'est vraiment des éléments qui vont différencier une expérience qui est pour eux-mêmes aussi dans leur vie transformatrice ou négative. Ces expériences de type gender transformative sont pas souvent rapportées, mais lorsqu'elles sont vécues dans les histoires, dans les trajectoires de service, elles sont vraiment marquantes dans la trajectoire. Donc, on voit ici un exemple où la personne va avoir vraiment eu un soutien, qui inclut le soutien du conjoint, qui inclut aussi le fait de favoriser dans cet extrait-là. Ce qui est intéressant dans cette ressource-là, c'est qu'on favorise un collectif entre elles, même après le traitement, de favoriser l'entraide entre elles au-delà de la fin de l'épisode de traitement avec hébergement, par exemple. Donc, il y a plusieurs éléments. Alors, pour terminer, puis on va dire un peu plus tard, mais on voit vraiment quand nos analyses, puis en écoutant ces femmes-là, qu'il y a des normes de genre qui influencent leur consommation de substances et l'excellence de soins, que les services qui perpétuent les inégalités de genre sont aussi vécus. Puis, typiquement, ces personnes-là utilisent à plusieurs reprises des services. Donc, à la fois, on voit souvent de services parce que c'est souvent des problématiques complexes ou locaux. En même temps, ils développent parfois une méfiance qui augmente lorsqu'ils sont prises avec ce type d'expérience-là. Donc, peut-être mentionner que d'autant aussi que de tuer une identité stigmatisée, par exemple, une minorité sexuelle et du genre, mais ça accentue les barrières aux soins. Quand on accueille et reçoit une personne comme celle-là, mais ça peut être intéressant d'accueillir d'où elle vient et est-ce qu'elle a vécu ces expériences-là en contexte de service pour finalement arriver à créer un espace sécuritaire avec une personne qui peut-être est très sous ses gardes, mais pour des bonnes raisons. L'importance de la réflexivité des gestionnaires et cliniciens entourant les enjeux de stigmatisation pour prendre en compte du genre et de la diversité. Il y a certains outils intéressants que dans le thématique que je vais donner le lien, il y a des questions qu'on peut se poser pour voir, est-ce que nous, on a des barrières dans notre service, qui on rejoint, quelles sont les barrières, donc comment est-ce qu'on peut faire un peu une forme de diagnostic, d'identifier des stratégies, des actions pour améliorer l'inclusivité et l'accès
et la qualité de nos services, il existe des outils de ce type-là qui sont importants à les diffuser. Parce que lorsqu'on arrive avec une expérience de service transformative, c'est vraiment une expérience marquante qui change les trajectoires de ces femmes-là. Et on a intérêt à réfléchir nos services en ce sens-là dans différents types de services. Ceux qu'on a documentés dans notre étude sont souvent des services spécifiques au R. Ce qui est bien, là, il faut s'intéresser au R et leur donner des services idéalement qui sont sensibles au genre minimalement. Mais il y a aussi d'autres femmes qui n'ont pas nécessairement de mère, qui ne sont pas des mères. Donc, comment on peut aussi ouvrir une nouvelle app, s'intéresser aux femmes de manière générale, sans trop se limiter à des sous-groupes à qui on tend à se limiter, autrement dit, notre œil. Alors, je vais terminer parce que je vois qu'il me laisse suffisamment de temps. Peut-être vous mettre le lien si vous allez aller sur le site web de l'Institut universitaire sur les dépendances. On a, en collaboration avec la GID, identifié plusieurs sources qui vous permettent d'avoir des données, à la fois des guides de pratique aussi, des outils de réflexion qui sont peut-être intéressants si vous voulez aller plus loin. Puis vous pouvez aussi, si vous allez sur notre site web aussi, vous pouvez, sur le site du projet General, on est aussi sur le site de la GID, vous pouvez vous inscrire comme partenaire du projet si vous aimeriez embarquer dans les dialogues qui ont lieu actuellement également. Alors, merci de votre attention. Puis, voilà. Inviter ma collègue à poursuivre avec le public parfait. Merci, Caroline. Donc, la prochaine présentation va être faite par Marie-Geoffrey Ruskin. Marie est sociologue. Elle est aussi chercheuse à l'INSERM, l'Université nationale de la santé et de la recherche médicale. C'est bien ça, Marie. C'est ça. Une bêtise. Donc, aujourd'hui, le parler donc de dénégrage. Il y a quelque chose. Eh bien, oui, c'est le que ça doit être genre et drogue, de la vulnérabilité à la une approche narco-féminine. D'ailleurs, il ne le sait pas. Je ne peux pas. En haut, la flèche rouge, je pense. La flèche verte en haut au milieu, tu vois-tu? Celle-là. Est-ce qu'en fait, ça va boucler les petits? Au courant qu'on va maintenant, j'ai peur que. Ouais, je pense que c'est le reste en bas. Ben là, oui. Donc, la chambre et droite, ça, je savais que je connaissais bien. Je pense que c'est ça. Mais pour le reste, qu'est-ce que ça fait? Mais. C'est comme juste que c'était masquer le volet vidéo. Ah, ouais. Je pense que c'est ça. Oui, Voilà. voilà, parfait. Eh bien, merci Clarisse et à Robert pour l'invitation. Donc, en fait, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous et de pouvoir vous présenter donc, des résultats qui sont tout à fait complémentaires à ceux qui ont été présentés par Karine. Et donc, de la même manière, donc, sur notre recherche Gender A. Par contre, c'est de... Voilà, c'est ça. Donc, je vais déjà vous présenter la démarche épistémologique du projet. Donc, en fait, c'est une démarche épistémologique qui s'inscrit donc en sociologie et donc qui part du principe que les rapports aux drogues sont liés aux systèmes politiques et sociaux et sont également soumis à des rapports de genre et d'oppression qui nécessitent d'être explorés afin de dépasser une approche centrée exclusivement sur une approche de vulnérabilité de type biologique. C'est vrai que quand on pense à la question du genre et des drogues, dans le milieu en particulier de l'addiction et de la prise en charge en addictologie, en France, et j'imagine qu'au Québec c'est la même chose, on a tendance à avoir des discours qui vont considérer que les femmes usagères de drogue sont plus vulnérables parce que biologiquement, elles sont différentes des hommes et donc elles vont être plus sensibles, par exemple, aux produits que les hommes et elles vont devoir, par exemple, moins consommer en raison de différences biologiques.
Et donc, nous, dans le cadre de l'approche qu'on propose avec Karine, on est dans une approche qui dépasse bien sûr cette approche de vulnérabilité biologique et qui va s'intéresser plutôt à la dimension plus structurelle des rapports de genre. Alors aujourd'hui, je vais inclure ma présentation dans un cadre analytique qui s'appelle le narcoféminisme. Et donc le narcoféminisme, c'est un mouvement éthico-politique qui est aussi utilisé en sciences sociales aujourd'hui, qui est apparu pour défendre les droits des femmes et des minorités de genre qui consomment des drogues. Donc c'est un mouvement qui a été porté au départ par des groupes activistes de personnes concernées. Donc, l'Association eurasienne de réduction des risques est la première à avoir popularisé ce mouvement et à l'avoir utilisé. Ensuite, le Réseau international des personnes qui consomment des drogues, INTUD, et également aux États-Unis, le groupe National Urban Survivors. Donc, je vous invite à aller voir sur les sites Internet de ces différentes associations. Ils ont mis en place donc, des projets de narcoféminisme qui sont soit des projets qui recueillent des témoignages collectifs sur leurs associations et le groupe National Urban Survivors a également mis en place des vidéos autour d'expériences de femmes sur cette question-là et qui promeuvent donc une approche narcoféministe. Et donc, ce mouvement narcoféministe est utilisé aujourd'hui en sciences sociales. D'ailleurs, en septembre, je pouvais le faire passer par le petit DUT, mais il va y avoir un numéro spécial de revue qui porte sur le narcoféminisme de la revue Sociological Reviews, qui va présenter donc différentes approches narcoféministes mises en place dans des projets sociologiques. Alors, le narcoféminisme, c'est une réponse politique qui vise collectivement à construire un monde sans stigmatisation, sans violence et sans oppression, et qui invoque publiquement le slogan suivant qui est « Nos corps, nos choix, nos droits, nos voix ». Voilà, donc ce mouvement donc, narcoféministe, il est aussi inspiré par des approches féministes plus anciennes, en particulier des approches féministes qui ont été développées donc, par une sociologue italienne qui s'appelle Ettore. Et le narcoféminisme s'inspire donc de ces approches et donc va essayer de mettre en place des stratégies activistes de résistance à un monde patriarcal qui est dominé dans le domaine des drogues par une approche à la fois prohibitionniste et biomédicale. Et donc, en fait, ces approches prohibitionnistes et biomédicales, qui sont très présentes pour la prise en charge des femmes usagères de drogue et pour la prise en charge de manière générale des personnes qui consomment des drogues, va avoir tendance à mettre l'accent uniquement sur les méfaits des drogues et va préconiser donc, des formes de traitement qui sont fondées sur l'abstinence au détriment de la réduction des risques. Et donc, dans une approche narcoféministe, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'idée, ça va être de mettre en place donc, des formes de résistance à ces approches dominantes qui sont généralement portées par les professionnels qui prennent l'abstinence. Et donc, les personnes donc, qui sont victimes d'oppression en raison de leur genre ou de leur sexualité vont se réapproprier leur propre récit individuel par une démarche féministe d'ethnographie. Et donc, en fait, le fait de se réapproprier son récit, ça peut se faire donc, soit donc, dans le cadre de groupes activistes, soit dans le cadre de collaboration entre des groupes activistes et des collectifs de recherche. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet. Ça va permettre de dépasser, en fait, les classifications discriminantes qui sont produites par des normes extérieures au monde féminin. Et donc, ce récit qui est individuel, et je vais vous montrer qui, au départ, est plutôt axé sur des différentes formes de vulnérabilité, grâce à l'approche narcoféministe, va devenir un récit collectif qui va permettre de mettre en avant les expériences, les savoirs des femmes qui consomment des substances, de dénoncer les rapports d'oppression auxquels elles sont soumises et de produire de nouvelles subjectivités et d'inventer également de nouvelles formes de résistance. Alors, ce projet, donc, cette démarche que je viens de présenter rapidement, elle s'inscrit également donc, dans le cadre de la recherche GERSNERA de manière plus globale que vient de présenter Karine. Et donc, cette recherche GERSNERA, elle s'intéresse au rapport aux drogues et aux services de santé des personnes utilisatrices de drogue en prenant en compte une approche genrée
à travers le prisme des groupes minorisés. Et donc, nous, dans le cadre du volet français, donc on a appliqué on a mis en place la même méthode que dans le cadre du projet en Belgique et au Québec, mais on a mis en place une démarche un peu différente à un moment donné de la recherche, puisqu'on a eu une opportunité de mettre en place une démarche de recherche participative avec une association qui est basée à Marseille, qui est l'association Tipeee à Sud-Marseillais, qui avait mis en place un groupe féministe et qui nous a proposé donc de travailler au-delà des récits individuels avec une approche de focus group. Et donc, ça nous a permis d'inclure dans le projet Gender, le fait d'inclure dans le projet Gender Art cette recherche, cette démarche participative avec le groupe Tipeee à Sud-Marseillais nous a permis en fait d'accéder à une pluralité d'expériences des drogues en lien avec le genre et la sexualité. Et vous verrez que dans le cadre de l'analyse qu'on a pu faire, il y a à la fois des parallèles et des différences avec ce qui a été collecté de différentes parts, à la fois dans d'autres pays, mais également même en France de différentes manières. Alors, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est une méthode socio-anthropologique. Donc là, je vais vous faire aujourd'hui un focus sur la France, même si le projet est collectif. Donc, en France, on a réalisé 61 entretiens qui sont des récits de vie, et donc là, qui permettent de relater les expériences individuelles de femmes. Alors, la majorité des entretiens en France ont été faits auprès de femmes. On a quelques entretiens faits auprès d'hommes, mais là, ils ne seront pas utilisés dans le cadre de l'analyse. Et on a fait également 9 focus group en collaboration donc avec ce groupe féministe du Tipeee à Sud-Marseillais, et là, qui ont permis d'accéder à un récit collectif. Donc, le recrutement des personnes donc, qui ont donné lieu dans le cadre des récits de vie s'est fait dans les centres de soins et de réduction des risques, et donc pour le focus group, comme je l'ai expliqué, dans un groupe féministe qui revendique le droit à la consommation et qui permet de produire un discours réflexif et critique sur les expériences de soins et de réduction des risques. Alors, je vais maintenant vous présenter rapidement quelques résultats. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui donc, de mettre vraiment l'accent également sur les récits, tant individuels que collectifs. Alors, tout d'abord, ce qui ressortait donc des discussions qu'on a pu avoir dans le cadre des focus group, c'est des choses donc, qui font écho à ce que Karine a présenté tout à l'heure. C'est le fait que le fait d'être une femme va impliquer des injonctions vis-à-vis de la consommation en lien avec des normes de genre qui va tendre à produire les femmes qui consomment des drogues comme des personnes vulnérables. Donc, il y a 2 types de normes qui sont évoquées à la fois dans les récits individuels et dans les récits collectifs. C'est le fait que les femmes qui consomment des substances sont le plus souvent associées à la fragilité et également à une injonction de modération. Et donc, ces injonctions de fragilité et de modération qui sont imposées aux femmes sont imposées dans différents espaces sociaux de leur vie. Pas uniquement dans le soin, je reviendrai tout à l'heure, mais également dans la société dans son ensemble, mais également dès l'école et également au sein de la famille. Donc là, je vais lire les citations, donc les extraits d'entretien. Donc là, c'est un récit collectif qui est fait entre plusieurs femmes qui ont participé donc, au projet. Et donc, l'une d'entre elles nous dit justement, quand tu es vu dans la société au niveau genré, c'est vrai que selon ta prise de drogue, selon ce que tu prends, tu vas être vu différemment. Quand tu es une meuf, donc une femme, genre, on va te dire de boire moins parce que tu es plus fragile. Donc, cette dimension de fragilité qui est mise en avant. Une autre répond, donc moi aussi au lycée, par exemple, c'était clairement marqué, les filles, ça ne se bourre pas la gueule, c'est-à-dire ça ne boit pas outre mesure. Je ne sais pas toujours si les expressions en France sont les mêmes que celles du Québec, donc parfois je fais des petites traductions. Une autre femme nous dit, donc les filles qui boivent dans les bars, qui sont vues comme des alcooliques ou qui sont bourrées dans les bars, elles vont vachement plus se prendre de remarques liées au fait que ce sont des femmes. Une autre femme répond, moi, je me suis souvent pris dans la gueule, genre, une femme qui boit, c'est moche. Oui, on a des trucs comme ça, on a tout entendu ça. Et dernier élément qui était présent donc, dans cette discussion collective, donc une femme nous dit, c'est ce qu'on nous transmet, et même de mère en fille, donc c'est pour ça que je disais dans le cadre de la famille, j'ai pu entendre de ma mère, une fille, ça fait pas ça, une fille, ça doit être comme ci.
une fille, ça doit être comme ça, en incluant également la question de la consommation. Alors, cette question des injonctions donc, qui pèsent sur les femmes qui consomment des substances, il y a un autre élément qui est très présent et qu'a évoqué Carmen tout à l'heure, c'est le fait qu'elles sont sans cesse ramenées à la possibilité d'une maternité. Donc là, dans les focus group, on a les femmes ont beaucoup mis en avant le fait que quand elles vont dans un centre de soins, la première chose qui est faite, quel que soit leur âge et quel que soit leur désir ou pas d'une maternité, c'est que les professionnels vont commencer à leur parler de grossesse. Et donc, mettre en avant le fait que si elles consomment des drogues, elles vont faire prendre des risques à un enfant potentiel à naître, même si elles-mêmes ne parlent pas du fait qu'elles auraient un désir de maternité. Donc, l'une des participants nous dit du coup, quand tu vas voir les docteurs, ils commencent à te parler de grossesse. Et donc là, encore une fois, ça rappelle l'importance des discours normatifs des professionnels de santé en lien avec les drogues et le genre autour de la figure de la maternité. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup analysé dans la littérature, qui est systématiquement mis en avant dans les consultations médicales et ce qui va rendre compliqué pour ces femmes un dialogue de confiance sur les drogues qui ne soit pas jugeant, puisque une grande majorité d'entre elles ne sont pas concernées par la maternité, n'ont pas spécifiquement de désir de maternité, et celles qui ont un désir de maternité ou qui sont mères n'ont pas du tout envie, peuvent être amenées à venir voir un médecin sans que ça ait un lien avec ces questions de maternité et juste parce qu'elles ont besoin de conseils de réduction des risques ou qu'elles ont envie d'être dans des trajectoires de rétablissement qui les concernent, elles, en tant que femmes et pas uniquement en tant que mère ou potentiellement future. Alors, ce qu'on voit également, c'est qu'au-delà du soin, les femmes sont également plus l'objet de discrimination que les hommes dans les autres sphères du monde social, que ce soit dans la famille, comme on vient de le voir, mais également avec les amis, et également, c'est ce qui nous a beaucoup plus surpris, également dans les lieux festifs et également dans les espaces militants. Donc, les femmes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette recherche ont toutes mis en évidence que même dans les espaces qu'elles pensaient être des espaces safe, comme les espaces festifs, elles étaient l'objet de discrimination en lien avec des valeurs stéréotypées accordées à la féminité et à la masculinité. Et donc, une participante au groupe qui était mère nous a fait part du fait que chaque fois qu'elle va en milieu festif, elle nous dit, de la part des gens, rien qu'en milieu festif, rien que déjà le fait de consommer en tant que mère, c'est mal vu. Elle dit déjà, tu es en teuf, tu es en train de parler, et on te répond, oui, mais toi, t'es défoncé, t'es en teuf, ils sont où tes gosses? Ça, je l'ai entendu trop de fois, t'es défoncé, il est je ne sais pas quelle heure du matin, ils sont où tes minots? Et elle dit, mais tu me racontes quoi? Parce qu'en fait, elle est là en tant que personne qui consomme des drogues et elle n'a pas du tout envie qu'on lui rappelle des exigences liées à la maternité parce que ses enfants sont chez elle en sécurité avec le père qui s'occupe de ses enfants. Et donc, à chaque fois, ce que nous disait donc, cette femme qui, par ailleurs, avait des enfants, c'est qu'on lui rappelait en permanence le fait que quand elle consommait des drogues, elle ne remplissait pas son devoir de mère. Alors, un autre élément qui est très important donc, dans ce groupe féministe avec lequel nous avons travaillé, c'est le fait de revendiquer le plaisir lié au drogue. Donc là, j'ai choisi donc, un extrait d'entretien collectif qui est également très révélateur sur la question du plaisir et qui montre que le plaisir dans les drogues peut être présent soit pour certaines en évitant d'être dans des situations de dépendance, mais pour d'autres femmes du groupe, même quand elles sont dans des situations de dépendance, elles souhaitaient mettre en avant dans leur narratif le fait que le plaisir pouvait également être présent. Donc, on a une femme donc, qui s'exprime et qui nous dit « Moi, je sais que mes consommations, le truc, c'est d'essayer de ne pas tomber dans la dépendance, de rester dans un truc où je me fais plaisir. » Et après, elle nous dit « C'est pas forcément ce que je fais, mais en tout cas, c'est de rester dans un truc, dans le truc de plaisir. » Oui, voilà. Et comment tu fais?
Donc là, ce qui est mis en évidence, c'est des formes de régulation pour effectivement toujours être dans une dimension de plaisir dans son rapport aux drogues. Donc cette première personne nous dit, des fois, quand j'ai envie de consommer, je me dis, je préviens ça ce soir, mais non, je ne vais pas le faire parce que je suis chez moi, je suis à la maison. À la place, je vais boire un thé, voir s'il y a des trucs sympas pour éviter que je consomme, parce que je veux garder du sens et du plaisir et que ce soit à chaque fois un moment chouette et sympa. Et donc, cette personne évoque le fait qu'elle, elle préfère réserver la consommation de substances à des moments où elle va être dans des espaces de sociabilité et elle ne peut pas consommer seule parce que sinon, ça renvoie à la question de la dépendance et pour elle, ça serait en opposition au plaisir. Une autre personne nous dit que elle, c'est l'inverse. Quand elle ne ressent plus de plaisir avec ses consommations, elle se dit, je vais essayer de consommer pour ressentir du plaisir. Des fois, tu te retrouves justement seule chez toi, sans plaisir, et tu te dis, tiens, si je bois un petit coup ou si je fume, autre chose, au moins, je serai enivrée de quelque manière que ce soit, je me sentirai mieux avec moi-même. Donc là, on voit la diversité, c'est-à-dire que une autre participante au groupe nous dit que elle a envie également de pouvoir consommer des substances et de ressentir du plaisir en dehors des espaces de sociabilité. Et enfin, on a une troisième situation qui est également très intéressante. C'est une participante au groupe qui nous dit qu'elle pense qu'on peut ressentir du plaisir également dans la dépendance, même si on est dépendant. Pour elle, ça n'empêche pas que ça puisse être plaisant quand même. Et donc, une autre participante renchérit en disant, en vrai, moi, je suis dans la dépendance, je bois de l'alcool et le matin, quand je me réveille, il me fait plaisir mon premier verre. Ça reste une addiction. Enfin, c'est une dépendance. Je ne pourrais pas m'en passer, mais pour elle, le plaisir est également présent dans cette situation-là. Donc, ce groupe avec lequel nous avons travaillé essayait vraiment d'identifier dans le cadre de ces consommations la dimension du plaisir, donc avec des rapports diversifiés au plaisir. Et donc, c'est un groupe qui s'inscrit vraiment dans une approche narcoféministe parce que ces différentes formes de récits, elles viennent justement questionner, critiquer les discours biomédicaux qui ont tendance à opposer la question de la dépendance et du plaisir. Alors, de nombreuses femmes qui ont été rencontrées demandent également à ce que l'usage de drogue ne soit pas systématiquement classifié comme une addiction, puisque l'addiction renvoie, donc, dans les discours médicaux, à une conduite non régulée et négative. Donc, elles vont revendiquer une pratique d'usage qui soit le plus centrée sur des sensations de plaisir et les expériences de plaisir que les drogues vont pouvoir provoquer. Donc là, j'ai choisi un extrait d'entretien où une personne dit que le vrai problème, selon elle, avec la consommation des drogues, c'est l'addiction, c'est quand ça devient un problème. Sinon, pour elle, consommer, c'est pas donc, de l'addiction. Elle dit, je suis mal placée pour trouver ça mal, donc consommer des drogues, faire la morale. Je pense que ce n'est pas quelque chose de grave de consommer des substances si ça reste quelque chose de positif, entre guillemets. En tout cas, qui a plus de côté sympa que du négatif. Que ça ne vient pas trop souvent, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas trop souvent, que ça soit vraiment un problème sur le moral ou la santé, et que consommer des drogues n'empêche pas d'avoir la capacité d'avancer, de faire des choses. Donc oui, ce qui est important pour elle, c'est surtout de ne pas stigmatiser. Donc sur cette question du plaisir, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a cette revendication du plaisir qui est très forte chez les participantes à ce groupe narcoféministe, elles vont mettre en avant que même elles sont souvent obligées de cacher leur consommation vis-à-vis des personnes avec lesquelles elles consomment. Et donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un des résultats, moi, qui m'a le plus surpris, c'est que je m'attendais à ce que ces questions de toxicophobie, dont je vais reparler tout à l'heure, soient très présentes, surtout dans l'espace du soin, mais en fait, dans la famille. Ce qui est ressorti beaucoup dans les entretiens à la fois individuels et collectifs, c'est le fait que cette stigmatisation, cette toxicophobie pouvait également être présente dans des espaces considérés comme safe, comme les espaces festifs. Donc là, on a une participante qui nous dit la drogue, ça fait partie des meilleurs trucs à faire avec ses potes. Par exemple, on peut être dans une grosse teuf fête, donc de plusieurs jours, où je prévois de consommer plusieurs produits différents.
mais je cache à mon amie ma consommation d'acide juste pour être sûre qu'elle partagera son TAS, son ecstasy, sans être mal à l'aise, ni sans me faire comprendre son avis sur les mélanges à mon âge, puisque c'est une participante qui est très jeune, qui a tout juste 20 ans, je crois. À différents moments de la soirée, elle nous dit « J'aurais trop aimé partager ce que je ressentais sous acide avec cette pote, mais je n'ai jamais pu. Même si je décide à un moment de ne pas contrôler, c'est qu'il y a une raison et qu'elle m'est propre, que je sais ce que je fais. Ma consommation n'a jamais été problématique et ça m'énerve et donc là, ça renvoie à ses partenaires de consommation, qu'on me sous-entende que ça va arriver bientôt. Du coup, pour éviter que ça arrive, quand je parle avec les gens, je trouve des moyens pour discuter sans mentionner les drogues. Donc, je raconte toutes les merveilleuses activités que j'ai trouvées à faire en soirée, mais sans parler du fait que je consommais. Ce qui m'amène parfois à avoir des discussions qui n'ont aucun sens. Donc, ce qui est important, je trouve, donc, dans cet extrait d'entretien, c'est de voir que, voilà, même dans des espaces de sociabilité, avec des gens qui font partie du cercle d'amis de cette personne, elle va être amenée à cacher sa consommation, puisqu'il va certains aspects de sa consommation, voire complètement sa consommation, puisque certains mélanges vont être considérés comme n'étant pas adaptés, alors qu'elle considère qu'elle est dans une consommation régulée et qu'elle est capable de consommer ces différents produits. Mais donc, on voit que cette stigmatisation et le fait de cacher sa consommation est présent en permanence dans leur trajectoire. Ensuite, je vais passer maintenant au monde du soin. Et donc, dans le monde du soin, dans la recherche que nous avons faite en France, on voit que les expériences du soin peuvent inclure très souvent de la toxicophobie, et cette toxicophobie va rendre les femmes vulnérables à titre individuel. Mais grâce à ce groupe féministe, elles vont pouvoir ensuite, à partir de leurs expériences de vulnérabilité individuelle, liées aux déficiences des acteurs de soins, pouvoir être transformées en dénonciation publique et en forme d'activisme à partir du collectif. Donc, on a eu beaucoup d'expériences lors de situations d'urgence, c'est-à-dire quand des femmes doivent se rendre aux urgences parce qu'elles ont un bad trip, par exemple, avec une consommation, ou quand elles sont amenées à vouloir recourir à un psychiatre, ou lorsqu'elles ont besoin de faire une cure. Ce sont les expériences qui ont été décrites comme étant les plus éprouvantes pour elles. Et donc là, je vais relater une interaction qui est très révélatrice, où l'espace de la psychiatrie va être décrite par une des femmes du groupe comme une expérience qui oscille en permanence entre une attitude d'infantilisation vis-à-vis des femmes qui consomment des substances, sous couvert de bienveillance de la part des professionnels. Donc là, c'est une femme qui nous dit qu'elle rencontre un psychologue parce que elle a envie de travailler sur son rapport aux substances. Et donc, le psychologue lui dit à 9h30 du matin, vous ayez votre code. Donc là, ce que dit cette femme, c'est que c'est fatigant de devoir faire la liste des consos à chaque entrée d'hosto, donc d'hôpital. Je ne comprends pas à quoi ça sert, cette liste qui nous pousse à énumérer les consos. C'est le cheval de Troie de la bienveillance. Si on veut aller à l'hôpital de jour, on doit arrêter les consos. La phrase typique qu'on entend, c'est « on ne pourra pas travailler ensemble si vous arrivez drogué ». Cela renvoie à un truc où on devrait choisir entre sa santé mentale et ses consos alors qu'elles vont de pair. C'est une femme du groupe donc, qui considère, comme beaucoup d'autres, que le fait de consommer des substances est aussi ce qui lui permet d'aller mieux et de soigner un certain nombre de troubles de santé mentale qu'elle peut avoir. Et donc, elle nous dit, c'est toujours dans la dualité entre infantilisation et fausse bienveillance. Donc les psychologues ou les médecins, ont voulu remplacer des drogues, des substances illicites, par des benzos, donc des benzodiazépines. Sauf que maintenant, elle nous dit, je suis accro aux benzos et c'est un véritable cache-misère. Être mal, selon eux, les médecins, les psychologues, c'est parce que je suis droguée, alors qu'avec les benzos, il y a aussi des montées et les redescentes.
ils ne se posent pas la question, donc les professionnels, de pourquoi je prends de la kétamine, alors que c'est un chouette antidépresseur avec pas tant de redescente. On devrait travailler avec ces produits au lieu de l'exclure. On m'a dit que tant que je me droguerais, je serais mal, alors que les addictions font partie de moi. À Paris, Sainte-Anne, c'est un hôpital très connu pour la prise en charge des addictions, on me dit on ne peut pas travailler la santé mentale sur votre psychisme si votre cerveau est altéré par les drogues. Selon eux, il fallait d'abord que j'arrête et après que je me soigne. On n'est pas du tout, donc c'est des professionnels du soin et de la psychiatrie, on n'est pas du tout dans l'acceptation, surtout que leurs drogues légales, comme les benzodiazépines, défoncent aussi. Donc, les femmes du groupe ont mis en évidence des jugements constants auxquels elles sont confrontées lors de leur parcours du soin. Donc, entre fausse bienveillance et infantilisation, comme on vient de le voir, mais également avec des discours de type sexiste sur leur fragilité, sur la question de la beauté, qui sont des injonctions qui pèsent sur les femmes. Donc, ces discours sont présents dans l'espace du soin et vont pouvoir amener les femmes qui consomment à ressentir de la culpabilité vis-à-vis de leur usage et donc à s'éloigner des soins pour éviter d'être exposées à ce type de discours sexiste. Donc là, on a une femme du groupe qui nous dit un truc que j'ai entendu beaucoup, pas uniquement de la part de médecins, mais également de la part de gens que vous rencontrez, quand je leur disais, même des dealers, enfin des gens que je rencontrais, quand je leur disais un peu ma vie ou qui j'étais, ils me disaient tout le temps, c'est dommage, pourtant t'es mignonne. Si j'avais été vieille et moche, j'aurais pu aller m'injecter dans le caniveau jusqu'à en mourir. Ça, je l'ai entendu au moins 15 fois, comme si on était mignonne, on ne pouvait pas se faire ça. Donc ça, c'est des discours qu'on a beaucoup entendus, nous, dans le groupe, avec des femmes qui nous disaient que, à la fois dans leur entourage personnel, mais également quand elles étaient confrontées à des soins, des réflexions sur le fait que c'était dommage qu'elles allaient s'abîmer avec les produits. Et des choses, donc, des types de discours qui sont absolument pas présents chez les hommes, où là, on va envoyer plutôt à des problèmes de santé, mais pas du tout à des questions esthétiques. Donc, en résumé, donc, ce qu'on a pu voir, nous, dans le cadre donc, des entretiens à la fois individuels et collectifs que nous avons menés, c'est que le fait qu'être une femme expose à des discours discriminants, des injonctions liées aux attentes vis-à-vis de la féminité ou de la maternité, qui peuvent produire de la culpabilité vis-à-vis de l'usage. Ces expériences de toxicophobie vont amener les personnes qui appartiennent à des groupes minorisés à cacher leur usage. Cette toxicophobie va retarder leur accès aux soins. Il y a, dans le groupe avec lequel nous avons travaillé, la revendication d'un choix à pouvoir consommer librement et à ne pas subir de discours sur la pathologisation et la prohibition des droits qui pèsent sur leur conduite. Elle conteste également la construction politique arbitraire des frontières de la légalité des substances, avec d'un côté les drogues et de l'autre côté les qui seraient des mauvais produits et de l'autre côté des médicaments qui seraient des bons produits. Et puis enfin, ce qu'on voit dans leur discours, c'est que le poids de la culpabilité des risques pèse sur leur responsabilité individuelle, ça pèse sur les femmes, alors qu'en fait, on voit qu'elles vont subir des contraintes structurelles liées à la prohibition qui vont peser sur leur difficulté d'accès aux soins. Donc, les personnes que nous avons rencontrées dans la recherche ont majoritairement été en contact avec des services de type gender inéqual, gender blind, tel que Carmine les a présentés tout à l'heure, et n'ont pas connu de services de type gender sensitive, spécifique ou transformatif. Alors, nous, à partir de ces travaux, donc en termes de revendication, donc ce qu'on veut pointer, donc c'est la question de la toxicophobie. Donc, ces récits, ils mettent en évidence que la toxicophobie, elle est présente dans tous les espaces de la vie des femmes qui consomment des substances, comme je l'ai dit aussi, incluant l'espace festif. Ces discours de toxicophobie vont les rendre vulnérables dans leur discours et dans leur vie de manière performative. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout sur une forme de vulnérabilité biologique, mais une vulnérabilité sociale et politique. Mais donc, les récits collectifs vont dénoncer le fait que l'entourage et les professionnels s'intéressent insuffisamment aux besoins, aux ressentis et au savoir des personnes concernées par l'usage.
donc un extrait d'entretien dans le cadre d'un collectif qui est très révélateur, c'est le fait de dire les gens n'y connaissent rien aux drogues, mais ils pensent toujours penser mieux que nous. C'est-à-dire, voilà, quelque chose qu'on observe vraiment très souvent dans les discours des personnes qui consomment des substances, c'est-à-dire le fait qu'ils ou elles sont confrontés à des professionnels ou à des membres de la famille ou à des amis qui pensent toujours penser ce qui est mieux pour elles, voilà, ce qui est vraiment une entrave à la prise en compte. Donc, à partir des focus group, du collectif, donc les personnes qui sont issues de groupes minorisés vont pouvoir construire un récit collectif qui s'inscrit dans des logiques d'empowerment, avec l'idée que dévoiler leurs expériences de toxicophobie par la voie de l'écriture peut faire évoluer les représentations. Donc là, j'ai choisi un extrait d'entretien de groupe qui nous dit qu'il y a une nécessité de déplacer le regard, de déplacer également le poids de la culpabilité qui porte toujours sur les usagers. Donc, ce que ces femmes nous disent, c'est que la société devrait faire un travail sur les représentations que la société a des drogues, incluant aussi les professionnels, alors que ce sont les usagers et les usagères qui sont systématiquement mis dans une position où ils et elles doivent se justifier, s'excuser de consommer. Il y a l'idée selon laquelle les toxicos sont des menteurs et des menteuses, mais on, en tant que consommateurs, nous oblige à mentir à cause de la toxicophobie qui nous pousse à nous cacher. On demande toujours aux personnes qui consomment de s'adapter aux autres. Et donc, ces représentations culpabilisantes peuvent amener ces femmes à ne pas demander d'aide, à cacher certaines pratiques d'usage et donc à dissimuler une part de leur existence. Et donc, elles sont moins bien accompagnées vers la réduction des risques et le suivi. Donc, notre recherche participative, à partir de cette approche narcoféministe, elle permet de mettre en évidence que les rapports aux drogues chez les groupes minorisés ne doivent pas être appréhendés uniquement sous l'angle de la vulnérabilité, mais doivent être appréhendés également sous l'angle des savoirs expérientiels et du pouvoir d'agir, ne doivent pas être lus uniquement avec le prisme biomédical de la vulnérabilité et de l'addiction ou avec le prisme prohibitif de la culpabilité, mais avec le prisme de la recherche du plaisir et de la liberté, capacité à faire des choix éclairés. La parole en groupe devient un moyen de partager cette expérience et constitue un espace de sociabilité entre pairs. Le travail en groupe permet également de dénoncer donc, des expériences individuelles de toxicophobie grâce à un processus d'écriture collective qui va permettre à ces femmes de se réapproprier leur histoire personnelle dans un sens plus politique. Ces expériences de toxicophobie, elles sont également révélatrices de la place de la prohibition dans la société française, qui, en interdisant les drogues, interdit l'accès au plaisir et produit des formes de contrôle de l'usage qui parfois semblent s'exercer de manière discrète, donc plus discrète que le fait d'être arrêté par la police, par le biais de discours, mais qui soumet de manière importante les usagers et les usagères de drogue à des discriminations qui peuvent les éloigner des dispositifs de soins et de réduction des risques. Et le narcoféminisme va ouvrir la possibilité d'une transformation sociale qui est à la fois individuelle et collective grâce donc à ces nouvelles formes de résistance au régime prohibitionniste et à la pathologisation des consommations. Donc pour aller plus loin et pour faire valoir ces types de savoirs et cette approche narcoféministe, donc nous avons avec l'ensemble du groupe Tipeee à Sud Marseillais, publié un article sur drogue et genre à partir d'une approche d'une épistémologie féministe, donc dans le journal d'Asud. Asud, donc c'est un groupe français qui s'appelle Asud, ça veut dire Auto-support des usages de drogue. Donc c'est un groupe activiste qui produit une revue comme l'injecteur, c'est là chez vous, voilà. Et donc en fait, on a choisi de co-écrire donc cet article avec l'ensemble donc, du groupe Tipeee Festif à Sud Marseillais, qui est un groupe en langue qui s'était choisi, pour pouvoir diffuser ces savoirs vis-à-vis d'un public non académique avec une visée de transformation sociale. Cette revue étant par ailleurs financée par le ministère de la Santé en France. Donc voilà, pour terminer, je vais remercier l'ensemble des participants donc, de l'équipe Gender Art qui constitue donc le projet plus global
que Karine a présenté tout à l'heure et dans lequel s'inscrit cette approche donc narco-féministe voilà, que j'ai présentée aujourd'hui. Et je vous remercie.